Donc, du coup, on va y aller tranquillement. Donc, du coup, bonjour. Je pense que d'autres personnes vont arriver, se connecter au fil de l'eau. C'est pour ça qu'on a une introduction qui, certes, va être rapide avant de rentrer dans le vif du sujet, mais ça permettra aux retardataires de se connecter. Donc, merci de participer. Donc, ce webinaire s'intègre dans le cadre du projet R3CBio, donc qui veut dire une réponse territoriale pour plus de viande de ruminants biologiques à base d'herbes du Massif central en restauration collective publique, et en particulier dans la restauration collective publique qui est au niveau des 4 régions concernées par le Massif central, c'est-à-dire Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui est financé dans le cadre de la Convention de Massif central avec des fonds du ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la question de l'introduction de la viande de ruminants bio local dans les cantines à partir de 2 cas, 2 expériences qui vont être au cœur de ce webinaire qui est prévu pour s'achever vers 11 heures. Donc au menu, si vous me permettez ce jeu de mots, je vais vous présenter très très rapidement le projet R3C Bio pour que vous ayez bien les éléments clés et bien voir dans quel cadre on se situe. Et puis nous allons avoir après 2 temps, l'un promettant sur un premier cas d'expérience, un premier retour d'expérience. Donc là plutôt sur une expérience autour d'une cuisine qu'on cuisine beaucoup de repas, puisqu'on est à 23 500 repas jour à peu près, et avec une majorité de viande de ruminants bio et locale au menu. Et puis, mais là, vous en saurez plus tout à l'heure sur ce premier cas. Et le deuxième cas, ben là, c'est dans un autre contexte et un autre territoire. C'est des collèges qui se sont organisés entre eux pour pouvoir se fournir en viande de ruminants bio dans les fermes autour. Et là, on sera dans le Lot. Et puis, une petite conclusion assez rapide. À l'animation, vous allez avoir en particulier, mais d'autres personnes pourront intervenir, mais en particulier, vous aurez Anne Egelin de la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes, Barbara Kesa-Mandi d'Interbio Nouvelle-Aquitaine, qui interviendra aussi dans le cas, dans le premier cas, au premier retour d'expérience sur sur la communauté de communes de Bordeaux, et puis moi-même, Myriam Ballas, du pôle Bio Massif Central. Bien. Alors du coup, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, vu que le nombre peut être aujourd'hui on peut être assez important puisque vous êtes plus d'une centaine d'inscrits, je vous invite à tout moment de poser vos questions dans la conversation ou dans le chat, donc, et on y répondra autant qu'on pourra. Et puis, si vous voyez qu'on a oublié une question particulièrement importante, vous n'hésitez pas à la reposer ou même à ce moment-là, peut-être de lever la main. Voilà. Donc, toujours pas de problème, tout le monde nous entend bien, pas de problème de connexion, de son, ça a l'air Oui, bien? c'est bon. Bien, parfait. Alors, du coup, donc le projet R3C Bio. Bah, en gros, c'est simple, hein, son objectif principal, c'est qu'on veut plus de viande de ruminants, donc bovins, ovins, lait et viande produites sur le Massif central, donc ici, au milieu de la France, hein, si vous me permettez, au milieu du sud, plutôt peut-être un peu plus au sud. Donc, produits effectivement essentiellement à base d'herbes, c'est une des caractéristiques majeures des systèmes bio du Massif central. Et donc, on veut plus de viande de ces élevages-là dans la restauration collective publique en région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, qui sont les 4 régions qui sont concernées par ce territoire du Massif central, qui correspond à 15% du territoire métropolitain et concerne aussi 22 départements en tout ou partie. Donc, un gros territoire, ce Massif central, mais qui concentre l'élevage bio, puisqu'à peu près un quart des éleveurs de ruminants bio en français sont sur le Massif central, en la toute production confondue en termes de ruminants. Alors, qu'est-ce que l'on veut faire dans ce projet-là? On veut apporter des réponses concrètes sur des freins, des problèmes qui ont été identifiés par les acteurs membres du projet. Le premier, c'est de rendre lisible la structuration des filières viande de ruminants bio sur le Massif central, qui est une structuration un petit peu complexe. Donc du coup, histoire que tout le monde se connaisse mieux, se repère mieux et savoir à qui s'adresser.
Et du coup, pour nous amener à répondre plus facilement au deuxième frein auquel on veut apporter des réponses, c'est savoir favoriser et renforcer la mise en lien entre fournisseurs et acheteurs. On veut aussi contribuer à renforcer le conseil et l'accompagnement autour de tout ce qui est introduction de viande de ruminants bio locales dans la cantine, dans les cantines, dans la restauration hors domicile public. À partir de toute l'expérience déjà acquise par les acteurs, on veut capitaliser ça, enrichir ce qui se fait déjà et l'améliorer selon besoin. Et puis, on veut aussi mettre en avant des opérations réussies, les décrypter et s'en inspirer, voire aider à ce qu'elles soient peut-être démultipliées. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre webinaire d'aujourd'hui. Et puis aussi, toujours en avoir en tête au cours de ce projet-là, la question, l'enjeu de l'adéquation entre l'offre et la demande, puisqu'effectivement, c'est un problème assez important. Et là, on veut vraiment ne pas oublier ça au bénéfice de tout le monde, et notamment des producteurs, puisqu'ils puissent s'y retrouver, mais aussi les différents acteurs des différents débouchés, ou les acteurs que vous êtes, tous les acteurs puissent s'y retrouver au mieux. Voilà ce qu'on va essayer de faire, hein. Et qui, nous, eh bien, on est un petit collectif, enfin petit. On est un collectif d'acteurs vraiment complémentaires en termes de profil. Les 4 régions concernées par le Massif central sont représentées dans ce collectif. Vous avez ici les logos de ces acteurs-là. Donc, vous avez, pour ce qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous des acteurs comme du réseau FRAB, la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. Je descends, je reprends dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va passer en région Occitanie, vous avez Bio 46. Et puis, pour ce qui est de Nouvelle-Aquitaine, vous avez donc l'Interpro Nouvelle-Aquitaine. Et pour la Bourgogne, vous avez un Bio Bourgogne-Franche-Comté. Pour revenir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai parlé du réseau FRAB, donc vous voyez, il y a aussi bien la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes, donc la structure régionale, que des structures départementales comme Bio 63. Mais vous voyez, il y en a plusieurs. Et puis aussi partenaire de ce réseau-là, Auvergne Bio Distribution. Et puis avec comme chef de file la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez des structures comme Covial ou encore Tradival, plutôt. Donc, vous voyez, des profils très différents pour ces acteurs-là, ce qui permet de mutualiser des compétences et des connaissances, une expertise très diverse et très complémentaire. Voilà. Donc, ce projet, très rapidement, compte 3 actions. La première, on veut construire des outils partagés et consolidés pour lever les freins dont j'ai parlé et ainsi favoriser cette introduction de la viande de ruminants bio du Massif central dans la Restauco. Et puis, une action 2 qui est développer les échanges et la valorisation des expériences et des connaissances entre acteurs. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit notre webinaire d'aujourd'hui. C'est un projet de 48 mois, qui a commencé en septembre 2024. Et donc, du coup, nous avons pas mal de choses à faire sur un calendrier relativement court. Voilà, donc du coup, on a encore un petit peu de temps pour poser quelques questions si vous avez des questions sur le cadre général du projet. Sinon, on va tranquillement passer au premier cas, au premier retour d'expérience. Oui, donc là, on va Parfait. laisser la parole donc à Benoît qui va se présenter et pouvoir présenter son expérience, sa coopérative et l'expérience en restauration collective avec le CIVU Bordeaux-Mérignac qui maintenant s'appelle la cantine de Bordeaux-Mérignac. Donc Benoît, je te laisse la parole. La cuisine de Bordeaux-Mérignac. La cuisine, pardon. Voilà. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout est bon? Très bien, oui. Donc Benoît Granger, je suis le directeur de la coopérative Le Prévert. C'est une coopérative 100% bio qui existe depuis 1996 et qui officie en Nouvelle-Aquitaine depuis lors. Cette structure 100% bio comporte... Ah, vous pouvez passer l'autre slide, s'il vous plaît, du coup. Voilà, cette structure 100% bio impose à tous ses adhérents d'être en activité 100% bio sur leur ferme.
pour une question de cohérence, nous avons un cahier des charges qui demande à ce que les acteurs, les éleveurs, soient 100% bio sur leur ferme. On impose aussi une limitation de la taille des élevages. On n'est pas contre les grosses fermes, mais on est pour des fermes qui comportent un certain nombre soit de salariés, soit d'associés. Donc, avec un maximum de 60 gros bovins finis par an et par UTH, unité de travailleurs humains, et un maximum de 600 brebis par UTH. Notre coopérative est labellisée Bioéquitable en France depuis maintenant 2 ans. C'est un label qui a été créé au niveau national pour commercer avec des distributeurs de manière équitable, commerce équitable Nord-Nord, on pourrait l'appeler aussi. Voilà, donc notre coopérative comporte 200 adhérents apporteurs en bovins, ovins et porcins. Nous avons, vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons une filière organisée avec une organisation de la production, avec donc 35 salariés sur la coopérative qui, pour une partie, travaillent sur le terrain et accompagnent les producteurs dans leur choix de production, dans la qualité de finition de leurs animaux, dans la compétence des éleveurs, l'amélioration de la compétence en termes de finition des animaux. Nous assurons aussi la collecte des animaux en ferme. Assurer la collecte des animaux en ferme, c'est de la souplesse pour la coopérative, c'est un service à nos adhérents. C'est aussi une notion de bien-être animal. Donc nous ne transportons que nos animaux de manière la plus douce possible vers des sites d'abattage les plus proches des élevages. Nous utilisons plusieurs sites d'abattage qui sont mentionnés, comme vous le voyez sur le slide. Ce sont des abattoirs partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas propriétaires de sites d'abattage, mais partenaires de sites privés ou publics. Nous avons ensuite, par contre, un atelier de transformation et de découpe en propriété à la coopérative, donc propriété des éleveurs. Donc, dans cet atelier, on découpe de la viande qui est expédiée vers des boucheries traditionnelles et des magasins bio, vers des grossistes, de la restauration collective et de l'industrie agroalimentaire. Ces quatre grands acteurs de distribution sont pour nous notre équilibre matière de base. C'est-à-dire que, en fait, quand on transforme, on abat et on transforme un animal, nous sommes obligés d'éclater la matière ensuite sur plusieurs types de marchés. Comme vous le savez, la restauration collective utilise évidemment beaucoup plus des produits à sauter. Et donc, les produits à griller sont régulièrement distribués plutôt vers les magasins bio et les boucheries traditionnelles. Nous avons aussi un grand marché pour nous, gros marché pour nous qui est l'industrie agro. Alors, l'industrie agro, c'est pour nous du baby-food. Nous sommes partenaires d'un acteur national qui fait des petits pots bébés. Et donc, nous fournissons de la viande de bovins et d'ovins dans les petits pots bébés de cet acteur. Donc, c'est pour nous aussi très important dans notre équilibre matière. Voilà pour cette partie. Donc, Prévert a plusieurs débouchés. Comme je vous ai dit, notre équilibre matière, c'est 39% de notre activité en distribution bio. 2024 a été une année de redémarrage. Alors, vous avez certainement tous entendu les difficultés qu'a pu avoir la filière bio post-Covid, si on peut dire. On a senti un fort redémarrage du marché en 2024, avec quasiment 40% de notre activité en distribution bio. Une continuité de la croissance en collectivité avec 24% de notre chiffre d'affaires vers la Restauco, essentiellement Nouvelle-Aquitaine, pour être clair là-dessus. Le dynamisme de notre Interpro dans les débuts des années 2010 nous a permis de développer beaucoup de marchés, essentiellement le CIVU qui nous a fait démarrer, le CIVU, alors la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac, pardon, donc nous a permis de démarrer une activité en Restauco dans début 2010 avec 23 000 repas par jour, ce qui était colossal au départ au vu de la faiblesse de la production bio à l'époque.
mais plusieurs échanges et un travail de longue haleine avec le CIVU a permis à notre coopérative de fournir cette cuisine centrale depuis maintenant 15 ans. Voilà pour cette... Voilà, donc le développement de nos débouchés en restauration collective, donc c'est un enjeu majeur qui est l'équilibre matière. Donc les morceaux complémentaires Restocco, boucherie traditionnelle sont essentiels pour nous. Le marché de la restauration collective est en développement. Il faut noter, et ce qui est important aussi pour vous de savoir, c'est que au vu du potentiel de développement de la Restocco grâce à la loi Egalim et la volonté de chaque acteur, nous avons aujourd'hui des contraintes qui s'amènent à nous. C'est cet équilibre matière où finalement on n'a plus assez de morceaux à bouillir et pas assez de clients en boucherie traditionnelle pour équilibrer les volumes. Et donc, notre leitmotiv, j'ai envie de dire, c'est de dire aux collectivités, jouez le jeu de l'équilibre matière avec nous, ce qu'a fait la cuisine centrale de Bordeaux. En fait, quand on abat un animal, on a défini des pourcentages de viande à griller et de viande à bouillir, et cet équilibre est respecté depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, on a une expérience, comme je vous ai dit, assez longue en restauration collective. La filière est organisée, c'est ça qui est très important. On le répète tous les jours à nos producteurs, on le répète tous les jours à nos clients. Être organisé, être ensemble nous permet aujourd'hui de développer et d'être capable de livrer de la viande chaque semaine dans toute la France, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine pour le coup. Mais le fait d'être organisé, c'est aussi la capacité de collecter des animaux chaque semaine, pour la restauration collective notamment. La réponse aux appels d'offres est aussi une expérience qui n'est plus nouvelle pour nous, malgré les difficultés qu'on a pu connaître. Les moyens humains que nous mettons en place nous permettent aussi de bien avancer. L'Interpro, aussi Nouvelle-Aquitaine, nous a beaucoup accompagnés jusqu'à présent sur tous ces dossiers. Voilà, donc le schéma d'approvisionnement que l'on a avec la cuisine centrale de Bordeaux, donc c'est des animaux de Nouvelle-Aquitaine et des départements limitrophes aussi. Hein, la région Auvergne nous fournit un certain nombre d'animaux. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez mentionné la société Covial avec qui nous travaillons régulièrement, plus particulièrement la coopérative propriétaire de Covial qui s'appelle Altitude, avec qui nous travaillons depuis très longtemps. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 200 éleveurs apporteurs à la coopérative en veau rosé, bovin et ovin, gros bovins et ovins. Donc la SCA collecte, abat les animaux et ensuite les transforme en frais et congelés. C'est très important de le noter. La cuisine centrale de Bordeaux, 23 000 repas. C'est énorme en termes de commandes. Hein. Chaque fois que le CIVU passe une commande, c'est environ 2 tonnes de viande à chaque fois. Et donc, du coup, il est impossible pour nous de fournir des volumes aussi importants en viande fraîche. Et donc, pour respecter les équilibres, pour respecter les saisonnalités de la production, il a été important d'avoir une stratégie de congélation. Et donc, nous avons travaillé avec le CIVU. On respecte du coup les temps de production. On ne décale pas les animaux. Et du coup, on congèle de la viande et on peut la redistribuer toute l'année à chaque fois que le CIVU a une commande. Donc ça, c'est très important pour nous, le schéma que nous avons développé avec cette cuisine. Voilà. Enfin, c'est un vrai succès en tout cas. Voilà pour cette partie. Du coup, J'ai vu avant, qu'il y avait des clients. oui, du coup, attendant, Barbara, juste une remarque que je reprécise. Donc, du coup,
on a ce cas-là. Donc, dans le projet R3C Bio, nous travaillons bien sur les viandes, les produits sur le Massif central, mais commercialisés en restauration hors domicile sur l'échelle des 4 régions concernées par le Massif central. Donc, c'est pour ça que nous avons un cas aujourd'hui qui implique la ville de Bordeaux, puisque ben voilà, la région Nouvelle-Aquitaine étant grande, on va bien jusqu'à la côte. Donc, du coup, on est bien dans notre périmètre d'action dans ce projet-là, qui n'est pas de 48 mois, comme je le disais tout à l'heure, mais de 24 mois. Désolé, c'est mon rêve. J'aurais avoir un projet plus long, mais voilà. Du coup, Barbara, est-ce que... Il y a Benoît qui n'a pas encore terminé, donc on peut peut-être le laisser tout terminer. Oh, pardon, excuse-moi. J'espère je prends C'est moi. peut-être un peu trop de temps. Non, J'essaie non, de non. finir assez C'est moi. rapidement. Donc, des débouchés réguliers qui ont permis la structuration de notre filière. Avec la cuisine centrale de Bordeaux, nous avons remporté des appels d'offres qui sont sur des temps longs, c'est 4 ans. Donc, quand on remporte des appels d'offres sur 4 ans, ça permet de structurer notre activité. Ça nous a permis aussi de trouver de nouveaux producteurs qui nous ont rejoints. Ça nous a permis de grandir et ensuite de fournir de la restauration collective à des plus petites cantines que le CIVU. Quand on commence par le plus gros acteur de la région, on est capable ensuite de travailler avec des plus petits acteurs. Donc, la cuisine de Bordeaux est un moteur pour nous et a été un moteur dans le développement de notre filière bio régionale. Donc, la mise en place de la surgélation pour gérer la saisonnalité, ça a été un levier important, je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà, la problématique et la perspective que nous avons, c'est de retrouver de l'équilibre matière en approvisionnement régulier. J'ai vu qu'il y avait une question, je vais y répondre après. Et le conseil à donner, donc c'est des commandes évidemment qui prennent en compte l'équilibre matière, la vigilance sur les volumes commandés, les coûts de livraison vers les collectivités sont un vrai sujet aujourd'hui à traiter. Les trop petites commandes aujourd'hui sont quasi ingérables. Donc, le fait aussi que nous ayons créé des structures style Manger Bio dans plusieurs régions permet aussi de mutualiser pour livrer des plus petites unités. Et donc, notre coopérative traite à la fois du frais et du surgelé. Voilà. Je peux peut-être répondre aux questions en suivant, Barbara? Oui, merci beaucoup Benoît, c'était très clair. Effectivement, nous avons quelques questions dans le chat. Donc je vais laisser Anne gérer ça, parce qu'on avait dit que c'était Anne qui gérait tout ça. Tout à fait. Alors tout d'abord, par rapport à... donc tu as bien indiqué que c'était de la surgélation et pas de la congélation? C'est de la congélation. La congélation, d'accord. La question qui se posait sur l'effet de la congélation sur la qualité finale du produit éventuel et sur le coût. Alors, Bonjour. l'effet de la congélation, je pense que ce sera plutôt Jean-Pierre Tesser, s'il est connecté, qui pourra y répondre. Ça y est, je suis connecté si vous m'entendez. Ah, parfait. Ça, je saurais. Je pense que quand on met un produit de qualité en congélation, on ressort forcément un produit de qualité. Ça, c'est une évidence. Sur le coût final, ça a finalement peu d'impact, puisque au final, en respectant nos productions et nos temps de production, eh bien, on ne déstabilise pas, on n'est pas obligé de collecter beaucoup d'animaux à la fois, on prend le temps de la production, et donc du coup, finalement, les choses s'équilibrent. Et du coup... Oui, excuse-moi. Non, j'ai vu que c'était la question sur la vache allaitante ou les tiers de réforme. 98% des bêtes transformées sont de la vache allaitante. D'accord. Par rapport au fait de pouvoir répondre sur des gros volumes grâce à la surgélation, à la congélation, pardon, une question autour de la planification des menus. Est-ce que du coup le CIVU a des menus annuels qui permettent plus facilement de gérer les quantités et les appros? Alors, je voudrais juste répondre. Est-ce que je fais la présentation? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont mises dans la présentation et que j'ai vu des questions passer où et on dépose des questions à la fin parce que ça s'entrecroise et après, je vais faire de la redondance.
C'est ça. Je vous propose que on balaye voir s'il y a d'autres questions qui sont plus filières amont. Mais je pense qu'on les a passées, celles en tout cas qui étaient dans le chat. Il y a 2 choses encore à répondre, je vois. Je peux y répondre? Oui, c'était quels sont les critères importants pour répondre à l'appel d'offres, côté coopérative? En amont, sinon, il y avait la question autour de la proportion approximative entre les morceaux à griller et les morceaux à bouillir sur une vache. C'est 70-30. 70 à bouillir et 35 à griller. Et 30 à griller, pardon. Et avec un lien effectivement dans le chat vers le formidable outil Impactomètre proposé par Interbev dans la boîte à outils Viande RHD, que je vous invite avec un lien à aller consulter. Merci beaucoup pour cette ressource. Et nous avions aussi une question concernant les critères importants pour répondre à l'appel d'offres, donc côté coopérative, j'imagine. Qu'est-ce qui est important? La question évoque ça de manière très large, mais j'imagine, pour vous, pour répondre à un appel d'offres, qu'est-ce qui est important pour vous, qui doit figurer dans l'appel d'offres pour que vous vous sentiez à l'aise pour répondre et que ce soit faisable, tout simplement? Je le répète encore une fois, c'est des équilibres matières, évidemment, ça c'est le numéro 1. Et si les volumes sont importants, comme peut l'être la cuisine centrale de Bordeaux, c'est alterné sur du frais et du congelé. C'est les 2 critères les plus importants pour nous. Merci. Anne, est-ce que tu vois d'autres questions que je n'aurais pas vues? Après, c'est par rapport à l'utilisation des produits congelés, leur DDM, quelle est la durée moyenne de congélation avant la vente? Je ne sais pas si ce sera traité après ou pas. Enfin, par rapport à la vente, peut-être pas. La durée moyenne de congélation avant la mise en vente. Les DDM en viande congelée, c'est 18 mois. Une viande est environ congelée, on va dire un semestre en moyenne. J'en profite pour poser une petite question également. Est-ce que la congélation, du coup, se fait en propre? Vous avez les moyens de faire la congélation, vous? Ou vous avez un partenaire qui vous fait cette congélation? Est-ce que c'est un partenaire en plus dans l'organisation de ce circuit? Notre outil de transformation est équipé de congélation. Donc, on congèle toute notre matière. Mais par contre, on utilise un prestataire pour constituer ce qu'on appelle un stock de masse. Donc, on a un prestataire pour faire du stockage, mais nous effectuons en propre la congélation. Très bien. Merci. Je crois que nous avons fait le tour des questions, après d'une question qui vient d'arriver sur les cuissons. Et ça sera, je pense, traité dans la présentation qui suit. Donc, je propose que Jean-Pierre, vous continuiez. Comme ça, on pourra répondre de manière globale. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai eu du mal à me connecter ce matin avec Teams. Donc, je vais vous faire une petite présentation déjà dans un premier temps de l'établissement et donner des chiffres pour dimensionner un petit peu la cuisine centrale donc, de Bordeaux-Mérignac. Alors, c'est vrai que je vais dire des fois CIVU, des fois la cuisine Bordeaux-Mérignac, le CIVU, c'est un acronyme, en fait, c'est un établissement intercommunal et à vocation unique. Nous existons depuis 2000. On fait actuellement 23 000 repas à jour, plus 23 500 parce que nous, on ne fait plus le portage à domicile de la ville de Bordeaux et de Mérignac. Et donc, on a chuté un petit peu. On le récupérera d'ici quelques années, mais pour l'instant, avec le changement de contenant, puisqu'on passe à des bacs inox, on a souhaité retirer le portage à domicile. Donc, on fait 23 000 repas jour, on a 180 points de livraison en pleine période d'activité scolaire. On est avec 12 tonnes de matières premières traitées chaque jour et on a un budget de denrées alimentaires qui est de l'ordre de 12,3 millions d'euros en 2024. Slide suivante. Alors, donc la cuisine, donc on prépare 23 000 repas jour et cela représente en gros presque 3,8 millions de repas à l'année. Le coût moyen d'un repas s'élève à
alimentaire, je parle à 2,896 €. Alors c'est un coût moyen parce qu'on fait différentes catégories, et entre les catégories, on n'a pas le même nombre de grammage, de composantes et de grammage, ce qui fait que l'on a un coût un petit peu différent, mais le coût moyen en denrées alimentaires, il est de 2,896 €, qui est un peu plus de la moitié du coût de revient du repas, qui est de 576 €. Le reste, ce sont les charges donc de l'établissement. Après, on facture différemment le prix du repas. Le prix de vente du repas, il est en gros en moyen à 571 €, puisqu'on a des coûts différents de facturation. Slide suivante. Alors, en 2024, le CIVU donc, a eu donc 37 lots de marché de denrées alimentaires, dont 18 issus de l'agriculture biologique. Donc, le principe donc de l'achat au sein du CIVU, c'est d'acheter essentiellement des produits issus de l'agriculture biologique, mais on a été obligé de dupliquer les marchés de l'agriculture biologique en marché conventionnel pour sécuriser nos appros. Dans ces marchés, donc 90% des lots ont été attribués à des entreprises qui sont donc loco-régionales. Alors, le mot loco-régional, il est un petit peu particulier. On n'est pas sur la grande région Nouvelle-Aquitaine. On est sur une définition donc de Écossaire, puisque le local ne veut rien dire en termes de marché public. Et donc, dans le cas du référentiel en cuisine, j'avais travaillé donc avec Écossaire à l'époque, et on avait dit on va pas faire un quart de la France. Ça veut rien dire pour les consommateurs. Donc, on est parti sur l'ancienne région Aquitaine et les départements limitrophes. Ce qui fait donc 90% des marchés ont été attribués donc à des entreprises loco-régionales, donc 3 à des PME, 4 à des coopératives de producteurs de viande. Donc essentiellement, ça a été la Cicale Prévert qui a le marché donc du bœuf, le marché du veau, du porc, et le quatrième, c'est la volaille. C'est celui donc qui a été attribué à un groupement de producteurs, une coopérative qui est donc Fermiers du Sud-Ouest. Et ensuite, 8 marchés ont été attribués à une SCOP, qui est le réseau en fait, le réseau de distribution Manger Bio Sud-Ouest. En chiffres, c'est simple, on fait en 2024, on a fait 66% de produits biologiques, 52% sont des produits locaux, selon le référentiel, comme je vous ai dit, Écossaire en cuisine. Et en tout, en viande, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on a traité 119 tonnes de produits, ce qui est conséquent. C'est le dimensionnement de notre établissement qui fait qu'on a un tel volume. Et on a réinjecté sur le territoire aquitain plus de 6 millions d'euros. Plus de 6 millions d'euros. Et actuellement, on est en train de faire un diagnostic, ce qu'on appelle RTE, responsabilité territoriale de l'entreprise, pour montrer un petit peu que nos achats publics réinjectent des deniers publics et entraînent aussi des conséquences au niveau de l'emploi sur le territoire aquitain. Slide suivant. Donc, au niveau de notre établissement, on a mis en place une stratégie achat il y a, on va dire, presque 10 ans, qui s'est amplifiée avec la nouvelle mandature mais qui arrive l'année prochaine à terme. Donc, c'était une stratégie qui était basée sur 5 grands principes. Les principes qui étaient déjà, la première chose, c'était de promouvoir, de développer des filières courtes et de proximité. Alors, j'utilise bien deux termes, court et de proximité, puisque dans les médias, on parle de circuit court en parlant je vais acheter à côté. Or, la filière courte et de proximité, ça a été un terme qu'on a décidé de mettre en place avant qu'on le voit maintenant dans les marchés publics, avant que ça soit un petit peu institutionnalisé. Donc, on achète donc en filière les plus courts possibles, avec un minimum d'intermédiaires, directement auprès de groupements de producteurs ou de coopératives, et de proximité, puisque si je veux acheter de la viande, je peux l'acheter à un producteur de l'Est de la France en direct, et je suis dans une filière courte, mais pas de proximité. Donc, on a mis en place des critères d'évaluation, on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est le premier grand principe, avec des productions responsables. C'est pour ça que l'on est parti sur la production issue de l'agriculture biologique, avec le plus faible impact environnemental, afin de préserver donc des ressources naturelles. Ça, c'est une forte volonté politique au sein de l'établissement. Et le but, c'était aussi de mettre en place une pérennisation de ces filières grâce à de véritables partenariats. C'est ce qu'a expliqué un petit peu Benoît tout à l'heure. On a des engagements contractuels, on parle de volume, d'équilibre matière et de qualité, mais on parle aussi de durée. Un marché d'un an ou 2 ans, c'est pas suffisant pour ces filières-là. Pour pouvoir avoir une vision, comme je dis, pour avoir un veau dans l'assiette, il faut avoir un veau dans un pré. Le veau dans le pré, il faut avoir la génie. Et puis après, il faut avoir aussi le pré, le producteur. Donc, tous ces engagements
engagements, il faut les avoir sur des longues durées, parce que les cycles de vie dans ces filières-là sont quand même pas la même chose qu'en maraîchage. Donc, on est obligé quand même de travailler sur des marchés quand même assez longs. Et globalement, on a développé donc des marchés sur 4 ans maintenant. C'est des marchés même fermes. Avant, on était sur des marchés renouvelables 1 an, tout moins renouvelables 3 fois. Donc, annuellement, on pouvait les renouveler. Maintenant, on est sur des marchés qui vont être fermes parce que c'est vraiment des engagements. C'est vraiment avec nos sourcings ce que l'on peut avoir sur le territoire. Donc, on part vraiment sur des marchés les plus fermes possibles. Avec une gestion aussi vertueuse des emballages, on en parlera tout à l'heure. On travaille avec Benoît et donc la Cicale Le Prévert avec un minimum d'emballage. On est vraiment que l'emballage de la viande et on se fait livrer en palox. On ne travaille pas avec de carton, on ne travaille pas avec du suremballage. Le but, c'était d'éviter la gestion de carton. Et après, pour des produits qui sont, alors c'est pas le cas de la viande, mais les produits qui sont donc transformés, pour des produits qu'on ne va pas fabriquer, tels que la charcuterie ou certaines pâtisseries, on a demandé la suppression d'additifs non essentiels. Et le but, c'est d'arriver dans une plus grande naturalité des repas. Tout ça dans le cadre d'une maîtrise des coûts des repas, puisqu'on est quand même un établissement public, on doit gérer nos deniers publics. On a une maîtrise de notre coût, même si on a quand même une part importante de denrées alimentaires dédiées au budget. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important de maîtriser ce coût-là pour pouvoir avoir un engagement auprès des producteurs et de ne pas les lâcher en disant ben voilà, on ne peut plus acheter, cela revient trop cher. Donc, c'est quelque chose où le maîtrise de coût elle se fait et on pourra en parler après un petit peu lors d'un débat, lorsque l'on lance un appel d'offres. On n'est jamais dans une discussion. Avant l'appel d'offres, on n'est jamais dans une discussion lors de notre sourcing de coût. On parle toujours d'expression du besoin, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais avoir et qu'est-ce que peut nous proposer les filières. Et après, le but est d'arriver sur du gagnant-gagnant. Et j'ai un petit peu synthétisé le cercle le plus vertueux possible, c'est de définir donc notre besoin, partir sur un engagement en volume et sur une durée, rentrer dans une contractualisation parce qu'on est bien obligé, au-delà du marché public, hein, on est obligé de passer par un marché, de le formaliser, mais c'est une contractualisation, c'est-à-dire c'est des engagements régulièrement on échange avec Benoît pour dire voilà, on a du retard sur notre équilibre matière parce qu'on est sur des produits qui sont congelés, ils ont du stock, on a des soucis parce que voilà, on a des producteurs des fois qui ont du mal à tenir le coup et en ce moment on pourra en parler de l'estimation du coût du repas. Donc ce sont vraiment des contractualisations, des engagements sur des volumes, des durées, mais avec des échanges. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra développer des filières et les pérenniser. Slide suivant. Alors là, la slide, elle est un petit peu décalée, je vois. Donc, en fait, la mise ouais, non, à l'écran. Oui, c'est la mise à l'écran, oui, parce que moi, je ne l'avais pas. Oui, non, oui. Donc, en fait, l'engagement, au niveau de la CUN centrale, il y a un engagement fort qui est sur quatre grands principes aussi, quatre, on va dire, piliers. Ça, c'était une volonté de la part des deux villes, de Bordeaux et de Mérignac, c'était de partir déjà sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je reviendrai justement pourquoi travailler sur des produits bio et travailler sur des produits de qualité. Sur le gaspillage alimentaire, le gaspillage, c'est pas juste dans l'assiette. Tout à l'heure, je lisais un petit peu dans les messages, la congélation, la qualité et autres. Je vous parlerai de rendement. Le gaspillage commence déjà chez le producteur. Si on ne s'engage pas correctement et qu'il n'arrive pas à vendre sa marchandise et qu'il se retrouve à avoir de la marchandise avec une durée de vie qui est limitée, même si c'est une DDM et qui n'a pas de débouché, il va exister chez nous avec la transformation, il va exister aussi dans l'assiette, mais souvent on pense à l'assiette, mais il faut aussi penser à la transformation, c'est-à-dire chez nous. Donc, nous, on essaye de minimiser ce gaspillage en faisant du don, bien sûr, mais aussi en travaillant avec des produits de qualité. Et le bio est intéressant, notamment au niveau de l'alimentation animale, qui permet d'avoir une qualité de cuisson au niveau de la viande. Je prends toujours l'exemple du veau. Le veau, souvent, quand on achète du veau conventionnel, on l'a fait tout au début du Chivu, en 2000, on avait des pertes assez importantes, presque de l'ordre de 70%. Et donc vous imaginez, on achète et 70% c'est une perte, donc un peu comme quand on achète du veau, qu'on cuit du veau dans son assiette, il se réduit, on ne retrouve plus grand chose dans l'assiette. Donc là, l'intérêt c'était de se dire on change de filière, on est parti sur du label rouge, là on avait inversé les chiffres, on était à 60%, mais on avait un coût exorbitant en label rouge par rapport au conventionnel, et puis on a commencé à échanger avec la filière, j'ai rencontré Benoît, on a commencé à travailler sur des produits, ça a duré un peu plus de 2 ans quand même, avant d'avoir le marché qui soit établi. Et on a travaillé sur des cuissons et on s'est aperçu que de 70% de pertes, on était passé à 70% de rendement. Alors ça, c'est lié à l'alimentation animale qui fait que le muscle ne perd pas d'eau. On a une qualité gustative et organoleptique importante. Et donc, comme je vous dis, on lutte contre le gaspillage. On n'achète pas de la matière, on ne la jette pas et on la transforme correctement.
L'intérêt, c'était de travailler aussi sur un pilier, l'amélioration des qualités des produits, donc 66%, on va passer assez vite, je l'ai dit tout à l'heure. Le développement du fait maison, ça c'est clair, on était une cuisine d'assemblage à l'origine et notre établissement est passé à une véritable cuisine où on travaille nos produits de plus en plus bruts. Et donc, ce qui fait que ça fait exploser un petit peu les chiffres en bio, puisqu'on travaille énormément de produits bruts, que ce soit des légumes, des fruits, ainsi que derrière les viandes. On achète de plus en plus de produits que l'on travaille en interne. Alors après, il y a quelque chose qui peut des fois, c'est les échanges qu'on a avec Benoît. Oui, on développe une proposition d'une prestation végétarienne. Alors l'intérêt du végétarien, c'est quand même de baisser notre impact environnemental, mais de l'autre côté, ça nous permet d'avoir un coût repas qui est moindre et donc réattribuer des deniers publics sur de la qualité et donc d'avoir un paiement plus rémunérateur de certaines filières parce qu'on peut dédier plus d'argent pour des filières plus coûteuses et ne pas tirer les prix sur des filières telles que la production de viande. Le but, c'est quand même d'arriver à une comme on dit, à une rémunération correcte des producteurs. Et la démarche qu'a eu aussi la SICA Le Prévert, c'est d'arriver à une démarche de commerce équitable. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra aborder tout à l'heure dans les échanges. Slide suivant. Ah bah désolé, franchement, je sais pas ce Oui, qui s'est passé. Allez. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, en fait, on va la passer rapidement. C'est qu'on a deux types de cuisson, une cuisson traditionnelle, une cuisson sous vide. Et la cuisson sous vide, donc va disparaître puisqu'on travaille donc avec du conditionnement en poche plastique sous vide. Alors ça permet de faire des cuissons à juste température. Ça a des avantages organoleptiques, ça a des avantages de paramétrage de notre process, c'est-à-dire qu'on cuit 24/24, 7 jours sur 7. Il y a un pilotage informatique, on définit une recette avec les cuisiniers et après derrière, c'est un pilotage. C'est quelque chose qui va disparaître d'ici 8 mois pour augmenter notre capacité de production en cuisson dite traditionnelle. On pourra faire aussi des cuissons de nuit à basse température aussi, mais on sort du principe de la cuisson qu'on a actuellement. On va passer à la slide suivante. Alors, celle-ci, donc c'est juste pour montrer un petit peu le process d'exploitation. Hein. On est un énorme outil de transformation. On est une cuisine centrale, on cuisine. On a les inconvénients de la restauration collective en faisant une diversité de recettes de référencement et les inconvénients de l'agroalimentaire parce qu'on fait du volume. Donc, ce qui fait que pour s'approvisionner, c'est pas évident. Donc, tout à l'heure, j'ai vu est-ce que les menus du CIVU sont faits à l'année. Je pourrais en parler un petit peu. Ils sont pas faits à l'année, mais ils sont faits par quadrimestre. Et ils sont travaillés par 2 mois, mais en gros, on est sur quand même des visions de 6 mois à l'avance. Donc, on a un process qui fait que on traite tous les produits en interne comme une cuisine, mais avec des dimensionnements de l'industrie agroalimentaire, ce qui fait que derrière, il faut vraiment anticiper et organiser très tôt et en amont avec les filières et s'engager sur des volumes parce que derrière, comme disait Benoît, quand on fait un sauté, c'est 1,8 tonne d'un coup pour un service. Un rôti, c'est à peu près pareil. Donc, vous imaginez, le travail en frais, c'est compliqué. Donc, on travaille sur du congelé, mais il faut malgré tout aussi travailler sur de l'équilibre matière pour pas déséquilibrer les stockages lorsqu'il fait les abattages et qu'il stocke ses viandes en surgelé. Slide suivant. Alors, qu'est-ce qui a changé lorsqu'on est parti sur la viande biologique? Déjà, comme je disais tout à l'heure, le meilleur rendement, ça c'est clair. L'ensemble des viandes, on le voit aussi pour le porc. Hein, maintenant, on a un marché de porc. On a des excellents rendements et ça, c'est lié à la manière d'élever l'animal et l'alimentation animale fait que au niveau musculaire, on a une viande qui a des meilleurs rendements. Mais ça, c'est valable aussi pour pas mal d'autres produits. Hein. On a des très bons rendements avec le bio. Alors, le bio a peut-être un coût plus important en matière première brute, mais le coût dans l'assiette, du coup, est amoindri et voire mieux maîtrisé. Et on s'en a aperçu, en plus, avec le volume. Hein, quand vous achetez 2 tonnes de marchandises et que vous vous retrouvez avec, la première fois que vous le faites, avec 300 kilos en trop parce que vous avez des bons rendements, vous vous posez la question, la prochaine fois, je vais faire attention. Et on s'aperçoit que, globalement, je réinjecte correctement ce coût dans la matière et du coup, ça permet quand même d'avoir une meilleure rémunération des producteurs. Alors, au niveau des menus, bien sûr, on est sur une planification d'un équilibre matière. Et ça, c'est le plus important, ce que dit Benoît, ma collègue, lorsqu'elle travaille au sein du pôle qualité achat des menus. C'est une diététicienne. Elle a un plan alimentaire et dans son plan alimentaire, elle a une partie où, lorsque c'est du veau ou du bœuf ou du porc, elle sait si c'est un rôti déjà ou un sauté. Et dans derrière, ça permet aussi d'identifier l'utilisation de nos matériels. Mais ça permet de s'assurer qu'on respecte un équilibre matière. Et comme disait Benoît, on est sur du 70-30 pour du bovin. C'est un petit peu différent pour le veau et pour le porc aussi, mais voilà, on est quand même sur des équilibres matières, et ça, c'est de l'échange qu'il faut avoir aussi,
Et ça, je le dis, hein, on a un marché avec une coopérative, mais ça n'empêche pas des échanges réguliers. Alors, on n'hésite pas de s'appeler soit en direct, Benoît, lorsqu'il y a vraiment une problématique, hein, ou alors c'est nos collègues qui se téléphonent ou échangent par mail entre eux. Le but, c'est vraiment quand même de faire du lien et on est dans un partenariat dans le cadre d'un marché. Et après, on est dans deux types de morceaux. Je lisais aussi un petit peu les messages. On est dans deux types de morceaux, pardon. On est des morceaux des parties avant, hein, où on fait des viandes à sauter, bouillir, braiser, et puis les parties arrière pour les viandes à rôtir. On arrive à gérer, ça c'est rien de complexe hein, là-dedans, c'est simplement une démarche qu'il faut avoir au début, et après on arrive à le gérer, et ça permet aussi de travailler comme ça, d'anticiper, de sécuriser les apports. L'approvisionnement, les transmissions des prévisionnels d'approvisionnement, avant de lancer les commandes, il y a une transmission d'un prévisionnel d'approvisionnement dès que les menus sont validés, par tranche de 8 semaines. Et les commandes se font 4 à 6 semaines avant la livraison. Alors le coût, il faut une maîtrise des coûts avec ces marchés avec une période assez longue, hein, de 4 ans. Alors ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Actuellement, on est en échange avec Benoît sur certains lots. Et comme je dis, il y a deux critères importants dans la gestion de ce coût, c'est que le soumissionnaire doit bien prévoir, ça c'est facile hein, pour moi de le dire, c'est pas moi qui vais le proposer, le coût de production au début du marché. Après on sait que sur 4 ans, il peut y avoir des aléas, et souvent les soumissionnaires n'osent pas, contrairement à certains industriels, n'osent pas mettre le réel coût, ou alors minimisent en disant oui ça devrait passer, on devrait pouvoir, parce que de peur de ne pas avoir le marché. Mais j'ai dit mais non, mettez vraiment le réel coût de production, parce que c'est ce qui permet de vraiment aussi pour nous d'identifier le réel coût de la matière que je vais acheter. Et puis après, derrière, la collectivité elle doit bien adapter les indices permettant la révision de ce coût, parce que derrière, on voit des formules, on l'a fait nous aussi, on a fait ces erreurs, on avait des indices de révision qui n'étaient pas forcément adaptés, et on avait des coûts qui étaient pas en adéquation, et les évolutions qui n'étaient pas en adéquation avec la réalité du marché. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi de très contraignant sur les marchés de 4 ans. Donc c'est quelque chose que l'on va rééchanger avec Benoît là, dans pas longtemps, parce que derrière, on ne peut pas se dire on achète en pensant à la juste rémunération des producteurs, on achète en disant on va permettre de la visibilité sur des 4 ans pour les producteurs. Ça leur permet bien sûr d'avoir de la trésorerie, parce qu'ils savent qu'en gros on va s'engager tous les ans à acheter tant. Et puis derrière, le prix il n'évolue pas, parce que même si il y a des périodes où on a eu des marchés de 3 ans, parce qu'avant on avait des marchés de 3 ans où il y avait très peu de hausse, hein. Il y a eu très peu de hausse de la part de la SICA Le Prévert, parce que la SICA ne nécessitait peut-être pas de le faire ces hausses, je ne sais pas, mais on n'avait pas de hausse comme ça. Et là, vraiment, on a des conjonctures, on pourra en parler, hein, une conjoncture qui est un peu compliquée en matière, et parce que c'est le fait d'avoir de moins en moins de bêtes, et puis peut-être des producteurs qui se reposent la question par rapport à le bio et le conventionnel en termes de production, mais ça, Benoît sera à même d'en parler. Donc moi je dis vraiment une chose, c'est s'engager quand même sur des longues périodes pour que les producteurs puissent avoir de la fiabilité, ne pas avoir peur. Moi je sais que j'avais un échange il y a quelques années avec le département du 47 hein, qui me disait moi tous les ans le service des achats me dit moi tous les ans on remet en concurrence, parce que déjà j'ai pas que ça à faire, hein, c'est un boulot aussi pour les producteurs, et puis surtout derrière vous mettez pas en concurrence sur un an, parce que vous ne permettez pas aux producteurs d'avoir de la visibilité. Et que font les producteurs? Ils arrivent avec des prix peut-être un peu élevés, parce que ils sont dans de l'insécurité. Sur un an ils l'ont le marché, mais 4 mois, 5 mois après, il faut préparer le nouveau marché, donc c'est compliqué. Donc il faut partir sur des marchés quand même avec des longues périodes, et c'est important, et surtout sur des filières qui se construisent sur de l'animal, où pour avoir la bête dans l'assiette, le morceau de la bête dans l'assiette, il faut quand même avoir de l'élevage et des producteurs. Et c'est quelque chose qui marche bien, comme dit Benoît. On a commencé le veau il y a une quinzaine d'années, on a fait ensuite le bœuf, le porc, on commence à faire un peu d'agneau aussi. C'est quelque chose d'assez important, et ça nous tient à cœur au sein de notre équipe de travailler sur des produits de proximité. Et au-delà de ça, c'est des engagements qu'on a avec des coopératives, et c'est quelque chose de fort, puisque derrière, c'est des engagements que les élus ont auprès des administrés, en proposant quelque chose, mais aussi auprès des filières régionales, puis comme je disais tout à l'heure, on réinjecte plus de 6 millions d'euros sur le territoire, globalement, hein, sur l'ensemble de nos achats, et ça permet quand même à des filières de se structurer, et c'est important. J'avais un débat avec un ancien directeur au sein du CIVU qui me disait ça coûte cher, on va devoir arrêter, on reviendra plus tard. J'ai dit oui, mais si vous arrêtez une année, vous ne reverrez pas les producteurs, parce que vous allez les couler. Donc c'est des engagements qui sont forts. Comme je dis, on a un marché.
Moi, quand je pars à un marché, oui, je ne suis pas juriste, hein, j'ai mes collègues juridiques dans le juridique qui ont ces mêmes cultures-là aussi, hein, quand même. Mais je serre la main à un producteur. Donc, quand je serre la main à un producteur, c'est un engagement fort. Je veux dire, moi, je suis dans un bureau, je suis fonctionnaire. Eux, c'est des producteurs, c'est pas évident, leur vie n'est pas évidente. Donc, il faut des engagements assez forts. Et ces engagements, il faut les avoir. Et les élus nous soutiennent là-dessus. Donc, il faut des engagements. Et quand ça marche, eh ben, on arrive à avoir des filières qui sont pérennes et derrière, eh ben, on peut avancer et développer avec les producteurs des filières qui soient rémunératrices. Je crois que j'ai fini, je pense. Oui. Alors, Merci il y a pas mal de beaucoup. questions. Je vais essayer de ne pas en laisser de côté. Sur les 4 piliers, les 4 principes du CIVU, il y a 2 questions qui ont été posées. D'abord, qu'est-ce qu'un frigo partagé? Alors déjà, la première question. Alors, Frigo Partagé, c'est une association qui travaille. On a mis en place, alors des fois, il existe dans des quartiers, dans Mérignac et Bordeaux, la mise en place de frigos où est mis à disposition des personnes des surplus. On a mis la même chose au sein de la cuisine centrale. Alors, c'est anecdotique, hein, c'est pas des gros volumes, c'est pour le personnel, mais on fait quand même du don auprès d'associations telles que le Chaînon Manquant, pas avec la banque alimentaire puisque c'est un peu compliqué en termes de récupération de marchandises et en termes de délai, ils veulent des dates assez importantes. Par contre, on travaille beaucoup avec le Chaînon Manquant, qui est une association, et on a mis en place avec le Frigo Partagé, une association donc d'insertion. Donc en fait, on remet à disposition auprès du personnel en réétiquetant de la denrée alimentaire. Très bien, merci. Une deuxième question toujours par rapport à cette diapo, autour du fait maison. Quel impact ça a eu de faire du fait maison en termes d'organisation et ou d'investissement nécessaire pour pouvoir le faire? Alors, quand on cuisine en liaison froide, il faut cuisiner, cuire donc et refroidir. Donc, cuire, on a la capacité de cuire, on a quelques problèmes de capacité de refroidir. Donc, on est en train de développer notre outil, même si notre outil a vocation à disparaître d'ici quelques années, puisqu'on a un projet d'avoir une nouvelle cuisine centrale. Mais on va quand même rénover parce que ça ne se fera pas dans les 5 prochaines années. Hein. Ça, c'est pour un projet à 6-7 ans, donc pendant 5 ans il faut développer, donc on va avoir une évolution de notre établissement avec l'arrêt de la cuisson sous vide, on récupère des locaux et on installe donc de la cellule de refroidissement pour pouvoir refroidir correctement. Donc ça nécessite quand même d'avoir des fours ou des marmites avec des capacités pour nous assez importantes. On a des marmites qui font des 400 litres, des fours, des fours Capic 2 fois 20 niveaux, donc c'est des grosses capacités de production, de cuisson, mais il faut refroidir à côté. Donc on est sur des cellules de refroidissement. Ok. Il y avait aussi des questions par rapport au rendement de cuisson. Oui. Donc, votre expérience, vous avez vu des différences en bio versus conventionnel. Oui. Une question se posait, est-ce que c'était le même type de différence entre bio et label rouge ou pas? Et puis une question complémentaire sur comment se calculent les rendements à la cuisine. Alors, les rendements de la cuisson, c'est simple, hein, c'est j'ai 100 kg crus, j'en ressors 70, donc j'ai une perte de 30 kg. En fait, c'est le rendement entre la matière crue et la matière cuite. Alors, initialement, on avait, comme je vous dis, 70% de perte sur un conventionnel. Au label rouge, on avait 40% de perte, donc on avait 60% de rendement. Et derrière, en bio, on est passé on a gagné 10 points de plus. On avait 70% de rendement, on n'avait que 30% de perte. Alors que 30%, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, c'est lié il y a des produits, la cuisson, le sauté, font que on a des pertes au moment de la cuisson. Donc c'est quelque chose, et je l'ai remarqué aussi même sur d'autres produits, hein, sur le végétal, hein, on avait des bons rendements sur des carottes qu'on va râper et autres. Au niveau des viandes, ça on sait l'expliquer. J'avais échangé avec l'INRAE là-dessus, c'est lié à l'alimentation animale et le fait d'avoir au niveau musculaire une rétention d'eau et qui permet d'avoir aussi des viandes, si vous maîtrisez la cuisson, des viandes juteuses, moelleuses, maîtrisées et par rapport à ça, quoi. Le fait de cette alimentation, on n'est pas sur le même type d'alimentation que si vous êtes sur du conventionnel. Et derrière, là, c'est Benoît, hein, il est producteur, donc il pourra mieux en parler que moi. Mais ça nous a permis d'avoir une qualité organoleptique optimale. Merci.
Il y avait une question, avant de passer à vos questions liées au prix, une question par rapport au type de produit que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des steaks hachés? Et si oui, comment vous arrivez à gérer le compromis entre exigences sanitaires et qualité gustative? Non, on ne fait pas de steak haché parce que déjà, un steak haché, si on veut arriver aux exigences sanitaires, il faut le cuire à cœur, donc ça devient quelque chose de très sec. C'est très compliqué. Alors, on utilise de la viande hachée, mais on fait pas de steak haché. Et la viande hachée, on est sur un égrené de bœuf, mais c'est quelque chose on aimerait développer avec la SICA. Ça fait un moment qu'on échange sur de la viande hachée, mais on ferait pas on ferait par exemple du haché pour cuire, type dans des bolognaises, pour nous permettre d'avoir une cuisson quand même à cœur qui soit assez importante, parce qu'au niveau sécurité alimentaire, on risque d'avoir quand même quelques soucis. Donc on ne fait pas de steak haché proprement dit. Très bien. Après, il y a eu pas mal de questions par rapport à la révision des prix. Sur quelle base sont-elles faites? RNM, INSEE, mine, et quelle est Juste la avant, façon oui, de travailler là-dessus? Juste avant, je vois avant de la passation, avant les prix, il y a quelqu'un qui a écrit bonjour, je crois avoir compris que vous doubliez vos lots bio avec du conventionnel pour sécuriser vos approvisionnements. Et après, comment on répartit? En fait, on répartit pas on achète du conventionnel, si on n'a pas de bio. La priorité, c'est d'acheter du bio. Tous nos lots, toutes nos marchandises qu'on peut avoir en bio, on l'achète en bio. On a des engagements avec le bio et le conventionnel, ils le savent très bien, vont être là pour des produits qu'on ne peut pas avoir en bio, qui n'existent pas ou qui sont, on va dire derrière, on est en rupture sur un approvisionnement en bio. Donc, c'est des marchés qui sont un peu plus anecdotiques quand même. Donc voilà. Ensuite, au niveau des prix, les prix au niveau. Alors, si vous prenez mine ou RMN, c'est compliqué parce que derrière, vous n'allez pas avoir certaines cotations. Donc, on est en train de réfléchir sur de critères de prix qui sont liés à l'indice de l'élevage. Mais là, on pourra en parler avec Benoît sur cet indice de l'élevage parce que derrière, c'est quelque chose qui serait plus parlant plutôt que d'autres indices de révision type INSEE. Après, derrière, je vous dis, tout ce qui est mine et RNM, pour moi, c'est pas les plus adaptés par rapport aux produits quand vous achetez du local. Benoît, peut-être Alors, je voulais préciser, quand Jean-Pierre parle de différences qualitatives entre bio et conventionnel, notamment sur les cuissons, alors je pense que ça a été très marqué sur la viande de veau. C'est plutôt en différence avec du veau type industriel, en fait. Oui. Voilà. Alors, il faut préciser conventionnel industriel. Hein. Ce sont souvent des veaux issus d'élevage laitier qui sont nourris exclusivement avec du lait reconstitué. Et en fait, ces viandes-là contiennent forcément beaucoup d'eau. Ces laits reconstitués sont très pourvus en eau. Et donc, je pense que la différence, elle est très située à cet endroit-là. Le veau que l'on propose en restauration hors domicile, c'est un veau qui n'est pas nourri collé, hein, c'est-à-dire qu'il devient ruminant au cours de sa vie. Et donc, ce qui fait que c'est des viandes qui sont plus matures, si on peut dire. Hein, on abat des veaux, ils ont quasiment 8 mois. Donc, du coup, c'est des viandes de semi-ruminants, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même des meilleurs rendements de cuisson. Excusez-moi, le temps passe. Quelques questions encore, mais voilà, on va être obligé de bientôt arrêter sur ce cas-là, mais encore quelques questions possibles. Anne. Il y avait une question qui était plutôt posée pour Benoît. Quelle était la plus-value du commerce équitable pour Prévert? Alors, la plus-value, le commerce équitable, c'est une chose assez nouvelle. Hein, elle se met en place petit à petit. C'est une démarche de progrès, j'ai envie de dire. Ça a un intérêt pour nous, puisque les coûts de production sont objectivés, hein, notamment par l'Institut de l'élevage, qui diffuse les coûts de production de manière semestrielle, de mémoire. C'est en ligne, hein, tout le monde peut
peut le voir en ligne, le consulter en ligne. Donc, du coup, ça nous permet d'objectiver les coûts de production et ensuite de pouvoir définir un prix en s'appuyant sur ces coûts de production objectifs, j'ai envie de dire. Donc, la vraie plus-value, elle est à cet endroit-là. Le marché est quand même là. C'est pour ça que je dis que le commerce équitable, c'est une démarche de progrès. Le marché est quand même là aussi. Hein. On ne peut pas se déconnecter totalement du marché. C'est tout à fait impossible. Il faut être conscient de ça. C'est pas le commerce équitable nord-nord hein, n'est pas quelque chose de totalement abouti aujourd'hui, mais en tout cas nous permet de bien progresser. On va d'ailleurs travailler avec la cuisine de Bordeaux rapidement sur ce sujet. Qui est un sujet brûlant aujourd'hui. Jean-Pierre, vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'augmentation des prix de la viande en général, hein, qu'elle soit conventionnelle ou bio, est assez spectaculaire ces derniers mois. Il faut dire que la production disparaît, hein, le nombre de producteurs baisse malheureusement chaque année, notamment pour des questions de classe d'âge, hein, clairement. Et aussi par le fait que malheureusement les prix de la viande ou des produits agricoles hein, les 30 dernières années n'avaient pas beaucoup évolué. Et donc en fait la disparition des producteurs due à ça aussi fait que les produits viande ou pas viande d'ailleurs augmentent. Donc on va essayer d'avancer avec le CIVU sur justement ces questions de commerce équitable et de fluctuation des prix d'achat. Peut-être une double question pour finir. Sur la sensibilisation des équipes et des convives, question qui s'adresse à vous deux à la limite. Quelles actions avez-vous fait pour sensibiliser les convives justement à votre démarche ? Alors, avant d'abord les convives, on a sensibilisé les équipes, c'est-à-dire que, alors moi j'ai une équipe au sein du pôle qualité achat, une équipe hyper engagée, comme je dis, moi je regarde pas les CV quand on recrute, on regarde d'abord la motivation et les convictions. Donc j'ai une équipe assez engagée sur de l'approvisionnement local et qui est représentant le plus faible impact environnemental. Et donc le bio ressort de ça. Et j'ai une équipe qui est vraiment engagée là-dessus. Après derrière, au niveau des cuisiniers, ils ont redécouvert la cuisine en fait en travaillant des produits assez noble par rapport à des produits qu'on aurait pu avoir auparavant. Et ils se sont revus à remaîtriser leur métier de cuisiner. Et donc, ce sont eux-mêmes qui sont porteurs de certains sujets et de dire j'aimerais bien travailler avec ce genre de produit et ainsi de suite. Donc, la motivation, elle est venue par les compétences qu'on avait en interne et ça a dynamisé l'outil en interne. Après, au niveau des convives, on informe par l'intermédiaire de notre site internet où on fait de la communication auprès des enfants. J'ai ma collègue diététicienne qui fait de la communication auprès des conseils municipaux des enfants et des écoles en concertation avec la ville de Bordeaux et de Mérignac. Et on fait des animations ou de l'information. Après, vu 180 sites de livraison, 23 000 repas, dont 20 000 en scolaire, on ne fait pas du cas par cas, quoi. C'est quand même de la communication assez générique. Mais voilà, c'est surtout nous, les cuisines centrales, on a une équipe qui est motivée et ça commence, je vous dis, de l'approvisionnement, de la personne qui travaille sur les menus jusqu'au cuisinier. On a vraiment des gens motivés à travailler là-dessus. Et bien connaître aussi les produits qu'on en achète, parce que c'est important. Tout à l'heure, on parlait de saisonnalité. Oui, même pour les viandes, il y a quand même de la saisonnalité. J'ai vu aussi à un moment parler de paleron. Il y a des choses où il faut vraiment connaître les filières et pas être dans l'exigence d'avoir du produit. Et c'est lié à l'échange que l'on a dans le sourcing, l'échange que l'on a avec les groupements de producteurs. C'est vraiment se dire que le marché public est une finalité. Ça arrive à la fin. D'abord, c'est tout ce qu'un sourcing. Et puis quand on est en marché public, après, le marché il est passé. Maintenant, il y a la vie du marché, c'est l'échange. Donc, c'est vraiment en interne une motivation qu'il faut avoir et des gens avec des convictions. Bien. C'est un joli mot de conclusion, je trouve, pour ce premier retour d'expérience. Et oui. Oui, justement, j'étais en train de voir là quelqu'un qui vient de mettre de l'Interbel, voilà. La méthode de calcul des prix de revient des gros bovins, elle précise, donc c'est sur le site de l'IDEL. Ouais. C'est ça, les indicateurs émanent souvent de l'IDEL aussi concernant le commerce équitable. C'est sur le coût de revient qu'on peut fonder le commerce équitable. Mmh.
Bien. Mais comme me disait Benoît, le commerce équitable, c'est important pour nous parce que dans le cadre d'un marché, ça permet d'avoir quelque chose de structuré et d'officialisé, hein, plutôt que d'un engagement, dire qu'il y a une juste rémunération des producteurs sur du déclaratif de la coopérative. Là, on est vraiment sur quelque chose, mais ça se construit. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le commerce, on va dire, nord-nord, mais c'est quelque chose qui tend à se développer et que nous, ça devient des critères maintenant d'achat. Bien. Voilà. Merci encore. Du coup, si vous voulez, Anne, si ça te va, si tu vois pas d'autres questions importantes, on peut passer au deuxième retour d'expérience. Tout à fait. Et donc, du coup, je vais laisser la parole Ah, bon, à Mathilde qui va présenter l'expérience des collèges qui ont été accompagnés dans le Lot. Oui, bonjour. Donc je suis Mathilde Recourt, je travaille à Bio46, donc dans le groupement d'agriculteurs bio du Lot. Et on accompagne depuis 5 ans un groupement de commandes qui a été mis en place pour 3 collèges du département initialement. Donc c'est un projet qui a pas mal évolué sur les 5 années, on le verra. Le contexte de base était d'introduire de la viande bio en vente directe, donc directement du producteur au chef de cuisine euh, dans les cuisines des collèges. Donc il fallait lutter contre quelques idées reçues voilà, qui étaient communément admises pour l'introduction de la viande bio en RHD, notamment sur une irrégularité de l'offre, une répartition de l'équilibre matière qui est difficile, on l'a vu, et un prix assez élevé pour ce produit-là. Donc l'objectif, c'est de réussir à lever ces freins pour introduire régulièrement et durablement de la viande bio dans les cantines. Euh, pour ça, donc la méthodologie adoptée, ça a été donc de planifier des commandes en amont avec les producteurs et les chefs de cuisine et de répartir le coût matière, enfin la matière et le coût. C'est-à-dire que le projet de base, c'était d'avoir une carcasse et on répartissait l'ensemble de la carcasse sur ces 3 établissements à un prix qui était lissé. Donc le prix était le même pour les 3 établissements. Certains avaient les morceaux à griller, d'autres avaient les morceaux à bouillir, etc. Et on alternait sur différentes livraisons annuelles euh, euh, entre les bons et mauvais morceaux, si on peut dire ça comme ça, pour un prix lissé. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un prix fixe sur les 3 établissements et alterner bons et moins bons morceaux sur les 3 établissements. Dans le projet, donc, il y a 3 groupes d'acteurs, on va dire, donc les acheteurs qui sont le couple gestionnaire et chef de cuisine des collèges, euh, les producteurs, donc il y a différentes filières. À la base, c'est un projet qui a été pensé pour introduire de la viande. Au fur et à mesure, d'autres filières se sont ajoutées au projet. Euh, et un groupe coordinateur. Donc, c'est Bio46, donc moi qui anime tout ce groupement de commandes et le département du Lot qui est là en appui pour la mobilisation des collèges. Et voilà, on verra après un peu plus en détail leur implication. Tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Donc pour la partie coordination, donc avec le département, on organise le lien entre producteurs et chefs de cuisine en recensant les besoins et contraintes de chacun. Donc à Bio46, on organise la planification des commandes qui se fait d'abord avec les éleveuses qui nous transmettent leurs dates d'abattage et de découpe. Ces dates sont proposées au collège, elles sont validées avec eux selon leur volume et les morceaux qu'ils choisissent de travailler pour leur menu sur cette semaine-là. Donc il y a 2 planifications à l'année. Une planification qui va de septembre à décembre, donc qu'on commence à organiser à la fin de l'année scolaire précédente et qu'on valide en début d'année en septembre. Et une deuxième planification qui va de janvier à juin, qu'on commence à travailler en décembre et qu'on valide pareil en janvier. On organise également 2 rencontres avec les chefs de cuisine par an.
Une en septembre pour sonder un petit peu avec eux les produits qu'ils souhaitent intégrer ou pas dans le calendrier et les quantités selon leurs effectifs pour l'année. Et une en mai, enfin à la fin de l'année plutôt, pour le bilan de l'année. Euh, et donc le département du Lot intervient aussi sur deux gros aspects. Euh, un répertoire qu'on a coécrit avec eux sur des produits de qualité et locaux. C'est principalement des productions lotoises, il peut y avoir quelques productions limitrophes, voilà. Mais les producteurs qui font partie du calendrier de commande sont donc dans ce calendrier-là. Donc il y a toute une charte qui a été rédigée. Et si les producteurs donc, apparaissent dans ce calendrier-là en bio, les établissements, les collèges ont le droit à une subvention de 30% sur leurs achats auprès de ces producteurs-là. Donc voilà, ça c'est une aide financière qui date d'il y a 3 ans maintenant. Donc elle est arrivée après le début du calendrier. Donc c'est pas forcément ça n'a pas forcément été un critère déterminant pour les établissements de s'investir dans l'achat de viande bio et locale, ce critère d'aide financière. Mais voilà, on peut dire que en tout cas, ça a bien facilité l'argument d'achat de bio, puisqu'en fait, on constate aujourd'hui que enfin, ça revient à peu près au même, du coup, pour les chefs de cuisine d'acheter de la viande bio et locale ou d'acheter de la viande locale, conventionnelle, en termes d'impact financier. Donc voilà, c'est plus facile pour eux d'aller quand même vers ce produit-là. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Mira. Merci. Donc concrètement, le calendrier ressemble à ça. On a plusieurs producteurs. En fin d'année scolaire, donc et à la rentrée, on fait le bilan et on évalue les besoins. On demande aux éleveuses de nous donner leurs dates d'abattage et de découpe pour pré-remplir ce calendrier. On essaie de répartir en faisant en sorte que voilà, les collèges n'aient pas 2 fois de la viande bio sur la même semaine au menu pour une question d'équilibre du budget. Et voilà, il y a plusieurs allers-retours après entre les chefs d'établissement et Bio46 pour valider les dates, les quantités, etc. Une fois que tout ça est validé, que le calendrier est validé par tout le monde, euh, Bio46 ne s'occupe plus de rien, enfin de rien. On, on gère un petit peu les imprévus, mais normalement, si tout roule bien, comme c'est souvent le cas, les productrices appellent les chefs d'établissement la semaine d'avant pour valider avec eux les commandes et les quantités. Et puis le jour de livraison, et voilà. Et après, donc la facturation se fait directement entre eux. Il n'y a pas de contractualisation. On le verra, ça peut être une menace pour la pérennité du projet, mais pour le moment, ça n'avait pas été pensé comme ça. Euh, voilà comment ça fonctionne pour le moment. On va passer à la diapo d'après. Donc pour le groupe acheteur, donc c'est 3 collèges du nord du département. Donc pour ceux qui visualisent pas trop le Lot, on est un département tout au nord de l'Occitanie. Et donc là, c'est vraiment 3 établissements au nord du Lot, de Souillac, Martel et Vérac initialement. Donc bon voilà, on n'est pas sur la même échelle de repas que sur le témoignage précédent. Donc on est à 220 repas pour Souillac, 450 pour Martel. Et à Vérac, 420 repas jour. Bon, le collège de Vérac a arrêté le projet parce ils avaient des soucis financiers, ils étaient en cessation, enfin, ils arrivaient pas, ils n'ont pas pu payer les producteurs l'année dernière, donc ils se sont retirés du projet. Donc ça a été remplacé, ce collège-là a été remplacé par un restaurant d'enfants de Saint-Céré, d'une commune pas très loin. euh, euh, à 250 repas jour. Voilà, ça constitue un peu un problème. On le verra plus tard aussi. Il y a, comment, le fait de ne pas avoir de contractualisation, ça fragilise un petit peu le, les débouchés pour les producteurs.
et surtout cet objectif initial de répartition d'équilibre matière. Si on perd un établissement, on perd aussi l'équilibre matière qu'on avait construit au début sur ces trois établissements avec un nombre de repas défini et une quantité de viande du coup précise. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, pour les chefs de cuisine, on a eu des retours assez positifs sur notamment la qualité de la viande, le fait que ce soit de la vente directe, qu'il y ait un contact direct avec les producteurs. C'est les productrices, enfin, c'est des éleveuses en fait, surtout qui livrent leurs produits. Donc, il y a des échanges humains qui sont assez satisfaisants pour les chefs de cuisine. Euh, voilà, le fait qu'il y ait un cadre défini par Bio46, que le calendrier soit organisé et préparé à l'avance, qu'il y ait des échanges aussi entre les différents acteurs, qu'il y ait des réunions assez régulièrement. Donc voilà, il y a quand même un cadre qui est assez agréable pour eux. Bon, l'inconvénient, c'est quand même un prix qui est jugé assez élevé toujours, malgré la subvention, et le fait qu'il n'y ait pas de concurrence puisque c'est du gré à gré. Euh, et des dates de livraison assez enfin, figées fixées et puis assez espacées. Puisque voilà, les productrices nous donnent, enfin, pour, euh, pour la productrice de bœuf, on va avoir 6 livraisons sur l'année scolaire de viande voilà, de disponibles. Donc voilà, ça reste quand même assez anecdotique pour leurs approvisionnements de viande globale. Euh, C'est la diapo suivante, s'il te plaît. Pour la partie agriculteur, donc au début du projet, c'était donc que des éleveurs, puisque le projet a été pensé à la base pour, pour la viande. Euh, donc c'était 3 éleveurs qui venaient. Alors initialement, ils étaient proches des établissements. Il y a un éleveur qui a rejoint après le groupement qui était un peu plus loin. Et sur la demande des producteurs, des chefs de cuisine, on a intégré d'autres produits, donc de la volaille, des légumes, des yaourts, etc. Mais voilà, on a commencé par introduire de la viande bio, ce qui était assez, assez particulier puisque ils avaient. Enfin voilà, c'est pas le premier produit qu'on introduit généralement pour intégrer du bio en restauration collective. Donc voilà, aujourd'hui, il y a moins de producteurs, puisque en fait, sur les autres productions, surtout en dehors de la viande, on n'a pas besoin vraiment d'avoir un planning fixe, puisqu'ils passent directement après par les producteurs pour commander. C'est vraiment sur la viande qu'il y a ce besoin de planification pour les dates d'abattage et surtout pour répartir l'équilibre matière dont on parlait un peu plus tôt. Euh, voilà, je peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Donc les producteurs, on a eu donc des retours bon, assez positifs aussi pour cet aspect de débouché qui est assez facile, enfin en théorie qui était assez facile puisqu'il y avait une facilité d'écoulement puisqu'ils avaient donc des dates déjà fixées sur la date d'abattage, ils savaient où partait la viande et à qui, et l'équilibre matière était censé être réparti correctement sur les 3 établissements. On verra que c'est plus compliqué que ça. Une proximité des établissements, c'est des productrices qui sont assez proches, voilà, des commandes fixées, etc. L'inconvénient aussi, c'est l'absence de contractualisation qui fragilise un peu leur, euh, leur, euh, leur système économique et des délais de paiement qui sont assez longs pour certains établissements. Donc on avait eu pas mal de soucis avec le collège de Vérac qui avait choisi donc de se retirer du projet et voilà, des délais de paiement qui sont parfois assez longs, qui complexifient un petit peu la trésorerie des exploitations pour certaines éleveuses. Euh, voilà, on va passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Voilà, donc aujourd'hui, on a donc 3 établissements qui sont engagés. On a
Euh, un gros souci au niveau des turnovers des chefs d'établissement, des chefs de cuisine, puisqu'il y a récemment donc deux chefs de cuisine qui sont arrivés sur trois des établissements, qui ont pas forcément, enfin voilà, qui avaient pas forcément la même implication dans le bio et local, euh, voilà, qui fragilise un peu le projet en étant moins impliqué. On a aussi une confusion avec une association de producteurs qui approvisionne la restauration collective sur le département qui s'appelle Manger le Toit, qui applique une marge. Donc voilà, il y a un peu une confusion entre différents acteurs, entre Bio46, donc qui planifie juste les commandes, et une association commerciale qui pourrait prendre une marge. Donc voilà, il y a des petites confusions sur le territoire aussi de quels acteurs commercialisent, quelle est l'implication de Bio46, etc. Donc il va falloir qu'on redéfinisse un petit peu le projet. Un objectif sur l'équilibre carcasse qui est difficile à atteindre parce que en fait on se rend compte avec le temps que les chefs de cuisine ont du mal à utiliser les morceaux à griller. Ils préfèrent travailler la viande à bouillir. Le calcul du prix qui avait été à la base fait sur la carcasse, la rentabilité de la carcasse, euh, est plus juste puisque en fait les productrices se retrouvent souvent à devoir abattre plus de viande pour fournir uniquement de la viande à bouillir aux établissements et se retrouvent du coup avec les morceaux les plus nobles à devoir commercialiser ailleurs parce que c'est arrivé plusieurs fois que les chefs d'établissement, enfin que les chefs de cuisine ne veulent pas les prendre pour leur cantine. Donc voilà, il y a une histoire d'équilibre et de prix à retravailler également, peut-être en intégrant d'autres acteurs que la restauration collective sur ce calendrier. Euh, et, euh, et voilà, et un message assez clair sur le rôle de chaque acteur qui doit être mieux redéfini pour pas brouiller le message de la vente directe. Voilà. L'idée, c'est que ça reste quand même les productrices qui commercialisent leurs produits. euh, et, euh, et voilà, il y a pas d'intermédiaire commercial pour ces produits-là. Donc, on a une réunion de coordination qui est prévue prochainement pour redéfinir un petit peu ces critères ces critères-là. Voilà. Merci Mathilde. Donc j'ai pu noter quelques questions dans le chat. Euh, alors, donc j'ai pas, je lis les derniers pour les rajouter à ma synthèse des questions. Voilà. Alors déjà, pour avoir quelques infos supplémentaires, est-ce que toi, tu aurais, par exemple, le coût des denrées au sein de ces établissements, quelques données, donc le coût des denrées, le coût alimentaire pour un repas, le taux de bio aussi dans ces établissements-là? Oui. Alors, pour les collèges, on est à 2,10 € pour l'achat de denrées par repas. Euh, et, euh, et alors, le pourcentage de bio, ça varie. J'ai pas les derniers chiffres. Le département nous les avait donnés, mais le département les suit d'assez près, puisqu'ils ont un logiciel de gestion WebGRS qui permet de suivre assez précisément le pourcentage de bio. Il n'y a pas de collège, le toit qui atteigne pour le moment les 20%. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas le chiffre D'accord, précis en tête. d'accord. Euh, et ensuite, j'avais aussi une question sur aussi en termes d'approvisionnement, la fréquence, c'est-à-dire combien de bovins ça représente par mois ou par an, en comptant tous les producteurs du coup qui sont concernés par ce projet. Alors, par an, je saurais pas te dire, en fait, par livraison, euh, l'éleveuse de bœuf m'a dit qu'elle abattait 3 bœufs pour une livraison sur ces 3 établissements-là. En sachant que du coup, elle en valorise une partie aussi en vente directe à côté.
D'accord, donc dans le schéma de production de ces éleveurs-là, parce qu'on a une question sur les débouchés en fait de ces éleveuses, donc en fait ça impacte pas les autres points de vente en vente directe, c'est quelque chose qui est complémentaire à la vente directe qu'elles pratiquent déjà? Voilà, c'est devenu complémentaire à la vente directe. À la base, c'était pas le projet. À la base, on devait tout pouvoir passer sur la restauration collective. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué, vu que les chefs de cuisine travaillent plutôt des morceaux à bouillir qu'à griller. Donc, c'est devenu un complément, in fine, de la vente directe. Et elles ont développé du coup enfin des colis de viande pour les particuliers sur ces dates de livraison pour les collèges. Ouais. D'accord. Alors par rapport euh, à la contractualisation, donc il y avait aussi des questions qui concernaient voilà, le fait que pour l'instant, il n'y a pas de contractualisation qui est mise en place. Est-ce que c'est Mm. quelque chose qui est prévu, qui est envisagé, et quels seraient les freins à la mise en place de cette contractualisation? Alors, c'est quelque chose qui est prévu. On va travailler dessus cet été avec le département. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de frein. C'est surtout que les collèges sont engagés dans un groupement de commandes publiques avec un appel d'offres des lycées. Donc voilà, il faudrait faire un nouvel appel d'offres spécifique au collège. Mais voilà, c'est pas, on doit travailler sur ce problème avec le département cet été. Et ensuite, il y avait aussi une question sur l'équilibre matière, sur la manière dont c'était géré entre les différents collèges. Est-ce que les prix, par exemple, étaient lissés entre les trois établissements? Et quelle gestion est-ce qu'ils avaient en termes de cuisine, hein, pour gérer cet équilibre matière? Oui, alors c'est ça. En fait, c'est le même prix pour tous les établissements, peu importe le morceau qu'ils prennent. Euh, donc voilà, initialement, donc il y avait des bons et moins bons morceaux, sauf qu'aujourd'hui, les chefs de cuisine se retrouvent surtout à demander les moins bons morceaux pour un prix qui a été calculé sur la valorisation de toute la carcasse. Donc le prix est plus forcément non plus adapté à une commande de morceaux uniquement à bouillir. Donc il va falloir qu'on retravaille aussi l'aspect prix et avec l'aspect répartition de l'équilibre carcasse. Et concernant donc la mise en place d'un nouvel appel d'offres qui pourrait permettre, en lien avec le département, de mettre en place une contractualisation, Mm. qui porterait du coup cet appel d'offres, ce marché public, vu que ce n'est pas le département qui est acheteur? Oui, alors ce serait effectivement pas le département, donc les collèges généreraient eux-mêmes l'appel d'offres, soit il faudrait qu'on travaille avec le groupement actuel des lycées pour intégrer dans leur marché la viande bio pour spécifiquement ces collèges-là ou plus globalement d'autres collèges qui souhaitent intégrer le groupement aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions du chat. Alors moi, j'avais une petite question. Euh, quelle est la motivation, en fait, pour les producteurs de s'être lancés initialement dans cette vente directe? Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plutôt partis vers la filière longue, vers une coopérative qui aurait pu leur acheter les animaux qu'ils ne valorisaient pas déjà en filière courte? Alors les productrices, c'était essentiellement pour avoir toujours un peu la mainmise sur la gestion de leurs tarifs et avoir aussi, enfin, comment? Avoir toujours ce lien direct aussi avec les personnes à qui elles vendent et leurs produits. Puis pour une cohérence aussi territoriale, c'est des productrices qui ont leurs enfants qui vont au collège aussi. Donc initialement, il y avait aussi cet aspect-là de fournir de la viande aux enfants qui ont elles-mêmes aussi leurs enfants qui mangent ces produits-là. Donc voilà, c'était vraiment un aspect de cohérence et de, et de, comment? Et de maîtrise de leurs coûts aussi.
D'accord. Et j'ai une dernière question dans le chat sur le prix, le coût de la prestation de Bio 46. Donc, est-ce que c'était une prestation, voilà, et est-ce que c'est du temps passé d'animation que vous avez déjà, vous, en interne? Ça se passe comment en termes de soutien financier, cet accompagnement? Nous, on est subventionné par le département pour pas mal d'actions sur la restauration collective, et essentiellement celle-ci aussi. On a un peu de financement aussi de la région, mais c'est essentiellement le département qui subventionne spécifiquement cette action-là. Et voilà, comme toutes les associations départementales, voilà, qui œuvrent, enfin toutes les agrobio, voilà, dans le chat, on avait cette question-là, mais c'est vrai qu'il y a euh, voilà, il y a des sous, hein, publics, hein, qui servent à faire fonctionner ce qu'on appelle les réseaux bio, que ce soit les GAB, les chambres, les interbio. Et c'est grâce à cet argent public, voilà, qu'on a ces salariés qui peuvent travailler à bien moins cher que le ferait un bureau d'études pour certaines études, ou etc., quoi. Donc ça c'est les fonctionnements, voilà, des réseaux bio. Et là, nous avons d'autres questions qui sont arrivées. Donc, par rapport aux autres acteurs intermédiaires locaux, donc de type Manger Bio, qui a été mentionné précédemment, hein, pourquoi est-ce que du coup le choix a été fait de passer en direct avec les productrices, avec les éleveuses, et pourquoi pas en s'appuyant sur cette plateforme qui est en capacité de faire des palettes multiproduits qui facilitent les approvisionnements pour les collèges? Alors c'est en fait, à la base, ça s'est fait, il y avait une cohérence géographique. C'est des éleveuses qui sont vraiment à côté des établissements, euh, qu'on- qui ont initié un petit peu le projet. Euh, et effectivement, on a une association de producteurs qui commercialise des produits à la restauration collective qui s'appelle Manger le Toit, mais qui ne fournit pas de produits bio. Enfin, très peu, et depuis peu. Donc voilà, la bio était pas forcément leur priorité. Et pour eux, on en avait quand même parlé avec eux à l'époque. Seulement le fait que ce soit euh, des livraisons très ponctuelles, ça leur allait pas forcément parce qu'ils veulent avoir de la viande aussi toutes les semaines à proposer. Donc s'ils ont de la viande bio qu'une fois de temps en temps, c'est trop compliqué pour eux à gérer. Donc voilà, ils n'étaient pas forcément intéressés par le projet. Et puis bon, ça nous allait bien aussi puisque ça évitait d'avoir une commission en plus sur la viande. Enfin, il y avait Oui, ça vraiment fait. cet aspect de Mm. vente directe enfin, qui était passé par une association, je pense qu'il serait passé par une coopérative aussi. Mais voilà, l'objectif, c'était quand même vraiment de garder ce lien en direct entre producteur et chef de cuisine qui est vraiment apprécié dans le projet. Ils échangent régulièrement ensemble, ils se voient, enfin, voilà, il y a des échanges qui sont assez enrichissants sur les deux corps de métier. Et voilà, c'était un petit peu aussi l'objectif du projet. Et on a encore deux questions qui se rejoignent sur le temps passé en termes de gestion de projet pour la Mm. coordination, donc du côté de Bio46, on imagine que c'est du travail. Et aussi de l'autre côté, une question qui va dans le sens de la motivation des producteurs pour ne pas passer en direct, mais être dans un collectif. Donc on imagine aussi que le collectif peut être facilitant. Voilà, donc je te laisse répondre à cette question de mise en lien. Alors, pour le temps passé, on y passe pas mal de temps. C'est assez ciblé sur quelques périodes de l'année quand même, puisque voilà, il y a à la fin de l'année, donc, il y a tout cet aspect bilan et puis planification de l'année prochaine. Donc, ça va vraiment être ciblé en mai, juin et en septembre et un peu en décembre aussi Bon, voilà, on va avoir des grosses périodes où aussi on va devoir se déplacer, organiser des réunions, mobiliser un peu tous les acteurs. Euh, sur ces 3 périodes-là, j'ai pas de nombre de jours précis en tête, mais voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Euh, Après, une fois que le calendrier est fixé, euh, nous, on a fait le plus gros de notre travail et c'est vraiment entre eux qui s'organisent pour le reste,
valider pour planifier la livraison. Donc voilà. Et après, pour l'aspect collectif, c'est effectivement du collectif, dans le sens où on essaye de faire en sorte que voilà, les livraisons de viande se chevauchent pas sur la même semaine, mais ça reste de la vente directe et chaque productrice et chaque producteur est libre de déterminer son prix. Et voilà, il n'y a pas d'aspect collectif, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de. Voilà, ça reste de la vente directe, organisée, mais la vente directe en gré à gré. Et il y a d'autres producteurs, du coup, qui passent en direct, mais pas par ce collectif? Oui, du coup, il y a des producteurs voilà, sur certaines productions, surtout sur des produits laitiers, des œufs, etc., qu'on a intégrés au début, au fur et à mesure dans le calendrier et qui finissent par passer en direct parce que c'est plus simple, parce que c'est des livraisons aussi qui sont hebdomadaires. Donc voilà, ils passent directement avec eux. Il n'y a pas besoin qu'elles figurent spécifiquement dans le calendrier, qui était à la base vraiment conçu pour la viande, pour que les établissements aussi se coordonnent pour les commandes de viande. Et une question aussi, revenant sur le prix, puisque tu as indiqué que les productrices fixaient leur prix, mais qu'en même temps, le prix était moyenné pour les collèges. Donc, comment est-ce Oui. que ça se gère, ça? Et bien justement, alors, à la base, donc voilà, le prix avait été calculé de sorte que toute la carcasse le prix de toute la carcasse soit lissé soit lissé. Donc, il y a une moyenne pour peu importe les morceaux que les chefs de cuisine vont demander. Euh, Vu qu'on a constaté cette année que finalement, les nouveaux chefs de cuisine, euh, c'est pas qu'ils veulent pas jouer le jeu, mais ils préfèrent travailler avec de la viande à bouillir plutôt que de la viande à griller. Euh, bon, les productrices se retrouvent souvent avec la viande à griller, du coup à commercialiser à côté, ce qui n'était pas le cas avant. Mais voilà, du coup, elles abattent plus et elles ont plus de restes, enfin, elles ont des restes du coup à commercialiser à côté. Donc, sans avoir revu forcément le tarif pour la viande à bouillir. Donc on a un souci à ce niveau-là, c'est que le tarif est plus correctement calculé. euh, et il va falloir qu'on revoie ce tarif et qu'on essaie d'intégrer aussi les morceaux à griller dans ce calendrier de commande, quitte à intégrer au projet des nouveaux acteurs, des nouveaux acheteurs en tout cas sur de la restauration ou voilà, sur d'autres types ou sur la grande distribution, mais voilà, d'autres acteurs qui pourraient acheter ces morceaux à griller et que voilà, l'équilibre matière se fasse toujours, quitte à ce qu'il ne soit pas essentiellement sur la restauration collective. Merci. Alors là, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Ah, on a aussi livré frais ou congelé, du coup. Alors, Non, j'imagine que c'est plutôt c'est frais, hein. oui, c'est frais, ouais. Il n'y a pas de congélation. Du coup, j'en profite. Pour juste la question, je n'ai pas compris. Du coup, tu disais, j'ai bien compris tes problèmes de matière et tout, mais du coup, le prix lissé, mais c'est-à-dire c'est un prix lissé, tu as la productrice 1 qui propose un prix donné et la productrice 2 fixe un autre prix, ou c'est un même prix harmonisé entre les producteurs? Ah non, 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 c'est pas par producteur, c'est par enfin, comment? C'est chaque productrice fixe un prix moyen euh, pour sa viande, euh, et peu importe le morceau qui va être commandé, ce sera le même prix pour tous les établissements. D'accord. Mais du coup, il n'y a pas un phénomène de concurrence, c'est-à-dire peut-être une productrice qui vend sa viande plus chère que l'autre. Du coup, comment c'est pris en compte cet aspect-là, ou c'est pas pris en compte, mais du coup, est-ce que ça pose pas de problème? On a eu le cas à un moment, mais du coup, les producteurs s'étaient accordés pour un prix commun. D'accord. Mais sinon, non, il n'y a qu'un producteur par filière sur la viande. D'accord. Du coup, tu n'as qu'une productrice pour la viande de ruminant, une autre pour le porc, c'est ça? Voilà, oui. Ok. Et du coup, d'autres collèges sont intéressés?
Ou est-ce que Euh, finalement, il n'y en a pas d'autres, mais parce qu'il n'y a pas d'autres collèges aussi sur le territoire concerné aussi, peut-être. S'il y a le collège de Saint-Céry, du coup, qui intègre progressivement le calendrier en ce moment, et après, plus de la restauration collective privée, qui serait intéressée potentiellement pour intégrer le calendrier sur des morceaux à griller, du coup. D'accord. Et je continue, mais du coup, il y a d'autres producteurs et d'autres lycées ailleurs ailleurs, d'autres collèges, pardon, ailleurs dans le département qui seraient intéressés pour créer une dynamique comparable, mais sur leur territoire. Alors, on a essayé de mettre en place la même chose sur la vallée du Lot. Mais bon, c'est moins évident déjà parce qu'on a beaucoup moins d'élevage. L'élevage dans le Lot est quand même très géographiquement localisé. Euh, et, euh, et voilà, on a du mal à mobiliser trois établissements proches géographiquement, parce que bon, le Lot est un territoire assez rural, et pour avoir trois établissements assez proches, motivés par, euh, par ce projet qui est assez engageant. Bon, pour le moment, on essaie de bien consolider ce projet-là avant de le démultiplier. Mais c'est dans nos réflexions, oui. Je me permets une petite question complémentaire également. Tu évoquais dans les tout débuts du projet le fait qu'il y avait des idées reçues sur la viande bio qui couraient et auxquelles il s'agissait de tordre le cou. Avec le retour des cuisiniers, est-ce que du coup, ça a fait évoluer leur perception de la qualité de la viande bio? Et est-ce que, du coup, est-ce qu'ils sont satisfaits de la qualité qui est au rendez-vous, y compris en termes de gestion des éventuelles hétérogénéités de qualité des produits qu'ils peuvent trouver? Alors sur la qualité, oui, vraiment, enfin, on a souvent le retour que voilà, c'est une viande assez exceptionnelle avec beaucoup moins de pertes, mais comme l'évoquait le CIVU de Bordeaux, voilà, on a souvent cet aspect de perte qui revient, qui est appréciable. Après, il y a toujours le critère du prix qui bloque, sur lequel il tique assez facilement, malgré la subvention du département. Euh, voilà, ça bloque toujours un peu. Mais bon, après, pour avoir échangé plusieurs fois avec les producteurs, avec nous, et pour avoir même visité les exploitations, ils savent très bien que voilà, enfin, ils comprennent ce prix, ils savent que ce prix est justifié et que voilà. Mais voilà, pour eux, c'est assez facile de trouver de la viande beaucoup moins chère ailleurs. Donc voilà, psychologiquement, c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire avaler. Et du coup, est-ce que du coup, ils prennent pas en compte le fait qu'il y ait moins de pertes et du coup que finalement cette différence de prix n'est pas si importante que ça? Ils n'ont pas été sensibilisés à ce. Enfin, ils voient que c'est une viande qui est intéressante en termes de qualité, mais ils ont pas du coup réduit les grammages ou autre. Il y a un établissement qui a changé sa façon de travailler. Bah, en fait, le chef de cuisine a changé, donc il a changé sa façon de travailler. Il propose une option végétarienne quotidienne. Donc ça lui a permis de réduire le grammage de viande qu'il achète au quotidien. Euh, et donc ça lui permet aussi de pouvoir acheter un peu plus de viande bio sans que ça ait aucun impact sur son budget. Donc ça c'est une option qui a été mise en place à Souillac. Donc c'est le plus petit des établissements, mais voilà, qui fonctionne assez bien selon le chef de cuisine. Donc voilà, c'est une option qui est étudiée en ce moment avec le département. Donc il y a toute une expérimentation qui est mise en place, bon, qui débute à peine, mais sur un travail avec les légumineuses. Donc justement, travailler plus avec des légumineuses et remplacer la viande qu'ils achètent par de la viande bio locale. Donc voilà, enfin, c'est assez complémentaire en fait finalement de travailler les menus végétariens en même temps qu'on essaie d'introduire de la viande bio et de qualité.
Donc on travaille aussi avec eux un petit peu là-dessus, justement pour leur permettre aussi de, de les rassurer aussi sur cet aspect du prix, qui, en plus d'avoir moins de pertes et d'être subventionné, finalement, si on intègre en plus un peu, si on diminue un peu le grammage, ça peut vite être plus intéressant pour eux d'acheter de la viande bio finalement. D'accord. Et j'ai Et- d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Concernant l'abattage et la découpe, est-ce que ça se fait aussi dans le lot? Comment ça se passe? Oui, alors ça, c'était un gros critère pour le département. D'ailleurs, c'est quelque chose qui figure dans la charte des produits de qualité que j'ai mentionné un peu plus tôt. On a un abattoir à Saint-Céré et pour la pérennité de cet outil d'abattage, le département voulait que l'abattage se fasse dans le lot pour que les produits puissent être subventionnés. Donc oui, l'abattage et la découpe se fait dans le lot. Ils sont chauds parmi les Et, pilotes. et une dernière question. Il y a une question par rapport au secteur de la santé. Euh, est-ce que ce secteur-là, qui commande plus régulièrement tout au long de l'année, est-ce que déjà il est présent dans cet endroit-là? Et est-ce qu'il serait intéressé pour bénéficier des approvisionnements, notamment, j'imagine, pour les productrices, c'est moins facile quand l'été arrive et quand les collèges sont fermés. Oui. Alors, c'est moins facile, oui et non. Enfin, alors pour le secteur médico-social, on- c'est plus difficile pour nous de travailler avec eux parce que le critère du prix est vraiment plus enfin, délicat pour eux. Enfin, en tout cas, des retours qu'on a eu des établissements avec lesquels on a essayé de travailler, c'est vraiment pas leur priorité. Enfin, c'est pas forcément toujours leur priorité le bio. C'est vrai que du coup, on les a pas intégrés au projet puisque c'est un projet à la base qui était aussi commandité par le département. Donc on est allé assez naturellement vers les collèges. Et, euh, et les productrices, en fait, ça les arrange pas mal, pardon, de pas avoir de commande de la restauration collective en été parce que elles, c'est des exploitations qui vivent aussi beaucoup du tourisme et de la restauration commerciale. Donc voilà, c'est un secteur géographique assez touristique. On est près de la vallée de la Dordogne et elles valorisent beaucoup leur viande en été autrement. Donc voilà, elles n'ont pas forcément besoin de la restauration collective en été pour... voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on a, on a une remarque qui concerne du coup cette saisonnalité, qui précise qu'on a aussi des hébergeurs touristiques de groupe. Voilà. Un peu ce que Mm, tu mentionnais par rapport à tout ce qui est tourisme, mm. qui fonctionne en saison estivale. Euh, voilà. Et Anne qui propose, pour faire un petit bilan, euh, d'avoir une question. Si toi, tu devais répondre à la question, et si c'était à refaire, quelles recommandations tu ferais pour mieux faire, pour éviter des écueils qui ont été rencontrés? Alors, on a Jean-Pierre Tesser qui nous a déjà quittés pour Bordeaux. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu préconiserais voilà, pour la filière courte? Qu'est-ce qui est important? Quel garde-fou il faut mettre au début pour que l'expérience soit concluante? Je pense que bah, le principal problématique qu'on a pour ces établissements, c'est le turnover des chefs de cuisine, donc un engagement, un engagement un peu plus fort des établissements, que ce soit par la contractualisation ou un autre moyen, mais voilà, un engagement assez fort pour les productrices, pour qu'elles ne se retrouvent pas enfin, avec des commandes annulées au dernier moment. Et peut-être intégrer dès le début du projet aussi d'autres acteurs que la restauration collective pour avoir justement un équilibre matière plus facile à mettre en place. Voilà. Donc, on retrouve bien dans ces deux exemples, filière longue ou filière courte, les deux principaux enjeux qui sont la contractualisation, pour Oui, pouvoir sécuriser toute la filière, hein, et l'équilibre matière, qui est un peu le nerf de la guerre quand on parle de viande. Voilà, parce que le prix, s'il est lissé, il faut bien pouvoir tout vendre quand même. Et donc, la diversité des débouchés qui correspond aussi à la diversité des morceaux, parce qu'on voit que changer les habitudes, c'est pas si facile que ça.
J'ajouterais aussi qu'à première vue, l'échange est aussi un point important. Oui, la mise en réseau, les Et échanges, l'interconnaissance. l'interconnaissance. Connaissance à mon aval aussi pour mieux comprendre les contraintes et les obligations des uns des autres. Ouais. Et il y a d'autres questions? On s'approche tout doucement de la fin de ce webinaire, mais il y a encore le temps pour peut-être quelques questions. Du coup, j'ai une petite dernière question pour toi, Mathilde. Tu dis que les nouveaux cuisiniers, finalement, ils veulent rester sur les viandes, les morceaux à bouillir, mais les précédents, ils n'y arrivaient plus à intégrer des morceaux à rôtir. Donc, du coup, il y a des choses, des recettes, enfin, des choses qui seraient à faire pour essayer d'éviter ce problème-là, de faciliter que les nouveaux intègrent, finalement, se rendent compte que c'est possible d'avoir des morceaux à rôtir et que ça s'intègre bien dans la cantine. Alors des recettes, je sais pas, c'est vrai qu'il y avait, enfin, comment? Des outils surtout, je sais qu'il y a un établissement qui demande depuis longtemps à être un peu mieux équipé pour la cuisson parce que, voilà, aujourd'hui, il dit qu'il est pas assez bien fourni, pour travailler la viande correctement. Donc il demande au département en tout cas de, comment? Plus d'équipement pour la cuisson. Donc, il y a peut-être un travail à faire, à ce niveau-là, au niveau des équipements. Après, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas eu cet échange, avec les anciens chefs de cuisine, de savoir, exactement comment est-ce qu'ils cuisinaient la viande, avant. Peut-être que j'aurais dû du coup. Mais voilà, c'est vrai un échange de bonnes pratiques, sur de la cuisine, serait pertinent, oui, en tout cas pour ces morceaux à griller. Après, c'est surtout, c'est pas forcément de la c'est comment? C'est pas forcément, des aspects techniques qui bloquent, c'est parfois aussi, juste, voilà, ouais, effectivement des recettes, des choses qu'ils ont des produits qu'ils ont l'habitude de travailler aussi en restauration collective, qui passent mieux auprès des enfants, des viandes en sauce que enfin voilà, et puis il y a aussi, l'aspect de, la viande à griller qui représente, voilà, que c'est c'est Caprévert qui disait que ça représentait que 30 de la carcasse. Sur les plus gros établissements, ils avaient du mal à avoir suffisamment de morceaux à griller aussi pour, heu, pour tous les enfants. Donc voilà, c'était, aussi, une des problématiques pour la viande à griller. D'accord. Bien. Bien, ben écoutez, mais n'hésitez pas, s'il y a encore quelques questions, dernière petite idée, c'est souvent, comme je dis, les 5 dernières minutes d'une réunion qui sont intéressantes. Ceci dit, je vous propose aussi, si vous voulez bien, d'aller sur, ce questionnaire, dont le lien est à l'écran et et aussi le QR code. Alors du coup, Anne, je ne sais pas si tu arriverais à le mettre dans la conversation, le lien? J'aurais pu te l'envoyer avant, ça aurait été plus intelligent. Mais en tout cas, je vous enverrai aussi ce lien par mail, puisqu'on a votre mail. Et notre but ici, c'est de savoir, d'avoir votre avis sur ce webinaire. Est-ce que ça vous a intéressé? Ça vous donne des idées? Qu'est-ce que vous auriez aimé trouver et que vous n'avez pas trouvé? Donc voilà, histoire de faire mieux dans la suite du projet R3C Bio et ainsi continuer à avoir plus de chances d'atteindre nos objectifs de faciliter l'introduction des viandes bio dans la restauration publique. Donc n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous avez, bon là, les coordonnées, vous aurez mes coordonnées mail dans les mails que je vous ai adressés, que je vais vous adresser. Donc comme ça, vous pourrez, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à en profiter, pour, revenir vers moi. Donc, Myriam Vallas, donc au niveau du pôle bio Massy Central. Et je relayerai, parce que c'est pas forcément moi qui pourrais vous répondre, même probablement pas d'ailleurs. Et donc je relayerai auprès de mes partenaires